Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence ici pour écouter la conférence que Madame Maraj-Gouraud va nous donner, la mesure des géants. C'est une mesure gigantesque, probablement. Alors, Myriam Maraj-Gouraud est une habituée de ce festival. Je crois que c'est la deuxième ou troisième participation. On est heureux de la voir avec nous. Elle nous vient donc du Poitou, puisque Myriam Maraj-Gouraud est professeure de littérature française de la Renaissance à l'université de Poitiers. Elle a travaillé depuis un certain nombre d'années sur Rabelais, sur Panurge notamment, sur la figure de Panurge, mais encore publié différents ouvrages sur Rabelais, et tout récemment, avec Romain Ménini et quelques autres, un volume célèbre désormais qui s'appelle Le Tout Rabelais, dont je vous conseille l'acquisition vivement, et qui remplacera peut-être un jour la Pléiade qu'elle utilise par élégance. Voilà. Myriam Maraj-Gouraud a ouvert son enquête ces dernières années, ces 10 dernières années, à la question de la curiosité, notamment de la curiosité scientifique, et elle a en même temps ouvert l'empan de ses recherches pour aborder le début du XVIIe siècle. Elle a travaillé notamment sur Paul Contant, sur les cabinets de curiosité, et au vu de ce qu'il a écrit sur le petit descriptif, j'imagine que c'est cette piste-là qu'elle va poursuivre aujourd'hui avec les géants dont elle va nous parler maintenant. Voilà, je lui cède la parole. À toi, Myriam. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Merci pour votre invitation à ce festival auquel j'adore et assister et participer. Donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie d'être aussi nombreux dans l'assistance. Donc effectivement aujourd'hui j'ai intitulé mon propos La mesure des géants et j'ai prévu de parler aussi bien de certains éléments gigantesque de l'œuvre de Rabelais, que aussi de certains référents réels que Rabelais pouvait connaître et qui ont suivi bien après sa mort, d'ailleurs, qui ont continué bien après sa mort, c'est-à-dire des différents géants qu'on pouvait voir en chair et surtout en os dans certaines collections de curiosités. Donc, je commencerai en disant tout simplement que Rabelais connaît tous les géants des histoires. Il en invente à son tour, mais quand il présente Pantagruel, le premier de ces géants, en 1532, il en fait l'enfant de tous les géants de tous les livres. En fait, il choisit de placer Pantagruel à la fin d'une très très longue généalogie qui commence avec les géants de la Bible, les géants des romans de chevalerie, les géants des chansons, toutes sortes de géants. Il en énumère une liste formidable. Au tout début, au chapitre 1 de Pantagruel, je vais simplement vous en lire juste pour vous donner un petit aperçu, quelques extraits. Donc c'est un moment où l'année a été marquée par une très grande sécheresse et certains se sont jetés sur des grosses mêles, donc des fruits délicieux, mais ces grosses mêles ont engendré des excroissances bizarres sur les uns ou sur les autres qui en mangeaient, et certains ont grossi, ont gonflé par le nez, d'autres ont eu de très grosses oreilles, très grandes oreilles, d'autres de très grandes jambes, d'autres, etc. Et ont enflé par différents endroits de leur corps, et puis certains ont enflé de partout. Et ceux qui ont enflé de partout, ce sont ceux-là c'est de là que sont venus les géants. Et le premier fut Chalbrot, qui engendra Sarabrot, qui engendra Faribrot, qui engendra Urtali, qui fut un bon mangeur de soupe et qui régna au temps du déluge, qui engendra Nemrod, qui engendra Atlas, qui avec ses épaules garda le ciel de tomber, qui engendra Goliath, qui engendra Eryx, lequel fut inventeur du jeu des globelets, qui engendra Tite, qui engendra Hérion, qui engendra Polyphème, qui engendra Casse, qui engendra Étion, qui engendra Encelade, qui engendra Cé, qui engendra Typho, qui engendra Aloé, qui engendra Othée, qui engendra Éjon, qui engendra Briard, qui engendra Porphyrio, qui engendra Adamastor, qui engendra Anté, qui engendra Agatho, qui engendra Por, qui engendra Arantas, qui engendra Gabara, qui engendra Goliath, qui engendra Opho, qui engendra Anaké, qui engendra Euromédon, qui engendra Gémagog, qui engendra Sisyphe, qui engendra les titans, qui engendra Énée, qui engendra Fierabras, qui engendra Morgan,
lequel premier de ce monde joua au dé avec des bésicles, qui engendra Fracassus, qui engendra Ferragus, qui engendra Apmouche, qui le premier inventa de fumer les langues de bœuf à la cheminée, car auparavant le monde les salait comme on fait les jambons, qui engendra Bolivorax, qui engendra Longy, qui engendra Gayoff, qui engendra Machefin, qui engendra Brulefer, qui engendra Angoulevent, qui engendra Galehaut, qui engendra Mirlango, qui engendra Galafre, qui engendra Falourdin, qui engendra Roboast, qui engendra Sortibrand de Conimbre, qui engendra Bruant de Momière, qui engendra Bruyé, qui engendra Mabrin, qui engendra Foutanon, qui engendra Haclebac, qui engendra Videgrain, qui engendra Grand Gousier, qui engendra Gargantua, qui engendra le noble Pantagruel, mon maître. Donc, très belle énumération où tous les géants des fables, etc., se trouvent comme un magnifique, étrange et beau cortège, comme une généalogie formidable pour le héros du roman, pour un personnage, Pantagruel, qui, dans le folklore, avant que Rabelais ne s'en empare, était un petit diable de petite taille dont on disait qu'il versait du sel dans la gorge des buveurs pendant leur sommeil pour leur redonner soif au réveil. Donc de ce lutin facétieux Pantagruel, de ce diablotin, Rabelais fait un géant, fils de fils de fils de fils d'autres géants. C'est cette généalogie dans laquelle les géants sont tous enfants les uns des autres, est d'abord fausse, évidemment, et de fiction, mais leur association est dès lors comique. Et venus de tous les horizons, de tous les livres, ils formeraient soudain une grande famille, comme si chacun avait engendré l'autre. Et peut-être, d'un livre à l'autre, n'est-ce pas tout à fait faux, puisque Rabelais a pu lui-même s'inspirer de ce type de personnages pour former les siens. Ce serait alors un engendrement textuel, qu'on appelle entre littéraires la génétique du texte. Hein. En posant cette généalogie initiale de géants, surtout, Rabelais pense le géant, et ça c'est important, comme une sorte de... D'abord comme une race monstrueuse. Ça c'est important de le noter tout de suite, parce qu'en fait ça vient... Enfin, l'origine, je l'ai rappelé tout à l'heure, vient d'une histoire de monstruosité, d'une difformité, et de cet enflement de toutes les parties du corps sont venus les géants. Et cette race monstrueuse serait comme une espèce qui se reproduit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres uniques ou, enfin comment dire, ce ne sont pas des accidents de la nature uniques en leur genre, mais c'est comme si chacun donnait naissance à un autre géant. Donc le géant est à la fois, dans cette configuration, à la fois un être d'exception, ce sont tous des héros, des géants dont le nom est resté dans l'histoire, mais le fait qu'il les propose comme une lignée fait en sorte que cela s'apparente à une race, c'est-à-dire qu'on peut les reproduire. Et dès lors, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans la fiction rabelaisienne, c'est-à-dire que Pantagruel a deux parents qui sont eux-mêmes des géants, qui sont eux-mêmes venus de parents géants, hein, Gargantua, Badebec, Grand Gousier, Gargamel, enfin il y a toute une dynastie comme ça de géants dans la fiction rabelaisienne. Alors, ces géants ont ceci de particulier dans la fiction rabelaisienne et ils vont, s'imposer très nettement, on va bien les voir, parce que tout autour d'eux, il y a aussi d'autres personnages qui ne sont pas des géants. Donc, ils s'imposent par leur taille autour ou avec les compagnons qui sont autour d'eux, comme Panurge, Épistémon, etc. Et donc, sur la page de titre de Pantagruel, dès 1537, on voit apparaître cette disproportion de taille avec un personnage plus grand que les autres et d'autres personnages autour de lui qui le regardent. Donc ici, et puis c'est un phénomène qu'on va retrouver sur l'illustration qui est celle de Gargantua, toujours en 1537, où vous avez des personnages, on ne sait pas très bien s'ils sont des géants a priori, mais enfin ils prennent toute l'image. Et par contre, il y a dans une espèce de sac pendu à la ceinture du géant masculin, d'autres comme des petits personnages, beaucoup plus petits, hein, qu'on voit, dont on voit seulement les têtes. Hein, donc on discerne ici la disproportion de taille qui est rendue visible avec un certain ordre de grandeur. Donc ça, ce sera totalement exploité ensuite par Gustave Doré, hein, avec des images qu'on connaît bien, où de toute façon les géants sont toujours entourés d'êtres plus petits qu'eux, qui soit leur servent de la moutarde, etc., soit les aident ou les regardent
Et c'est bien ce qui se passe aussi dans la fiction rabelaisienne. Donc prendre la mesure des géants, c'est ce que je ferai dans cette présentation où j'évoquerai non seulement les géants de Rabelais, mais surtout en fait les géants que l'on peut rencontrer hors du livre, dans les collections de merveilles et plus précisément dans les cabinets de curiosité, parce que j'ai effectivement fait de nombreuses recherches sur la question récemment, et je voulais aujourd'hui vous en faire profiter. La question qui se pose dans les cabinets de curiosité, c'est que parfois on trouve des éléments, des vestiges. Il y a parfois des géants en chair et en os, vraiment vivants, mais bien souvent ce sont plutôt des restes humains, enfin des restes qu'on pense humains, et dont on s'interroge, sur lesquels on s'interroge pour savoir si oui ou non ce sont des restes de géants, si oui ou non les géants ont bel et bien existé, ou s'ils sont du domaine de la fiction. Ça, c'est très intéressant pour nous, pour Rabelais, parce que effectivement, lui, il se situe dans le domaine de la fiction, bien entendu, mais il va jouer avec des référents qu'il va réancrer dans le réel, comme on va le voir avec certains exemples. Donc, 2 mots peut-être sur les cabinets de curiosité, pour démarrer, pour resituer un contexte, c'est peut-être utile. Donc, les cabinets de curiosité, en général, on en fait remonter l'origine au studiolo italien, qu'on trouve par exemple à Urbino, qui est une petite pièce, toute petite, qui est liée, qui est dans un palais princier, mais qui est vouée à la méditation, à la recherche sur. Donc c'est vraiment petit. Regardez, voilà, quand on est une dizaine dans la pièce, on est vraiment à l'étroit. Et dans cette pièce, qui est au cœur du palais, c'est la pièce 1 que vous avez donc au cœur du palais et qui est liée à la salle de réception, mais aussi aux appartements privés. Cette pièce est destinée à abriter, je le disais, oui, la méditation sur les arts, les savoirs, et tous les éléments qui sont là sur le décor en marqueterie évoquent des objets symboliques de la connaissance. Hein, ça peut être des livres qui sont encore ouverts, différents éléments, des armoires pleines de choses entr'ouvertes avec des objets en trompe-l'œil qui sont dessinés, comme ici des astrolabes, des sphères armillaires, etc. Donc ça, c'est, disons, au XVe siècle italien, l'archétype, c'est à ça qu'on fait remonter l'origine des cabinets de curiosité. Et puis après, ça va ressembler à ça au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est-à-dire à des pièces remplies d'objets, des merveilles de la nature et de l'art, qui remplissent des pièces et qui, on le voit sur ces diapositives, sur ces gravures, sont destinées à être visitées par des hôtes de passage à qui on accorde une visite privilégiée. Ce ne sont pas des lieux vraiment ouverts, ce sont des lieux dans lesquels on peut rentrer sur recommandation, comme on le voit là, un voyageur qui est guidé par le collectionneur. Donc vous voyez, ce sont forcément des objets merveilleux, hein, des curiosités, c'est-à-dire des objets qui éveillent la curiosité, qui sont des énigmes de la nature. Et les géants vont trouver place dans ces assemblages étranges où les choses les plus grandes côtoient des choses les plus petites. Donc là, je vous donne quelques vues comme ça pour que vous ayez un aperçu visuel. Alors, les objets, les curiosités, ça peut être des bizarreries de la nature ou des antiquités qu'on a découvertes récemment ou des objets venus du Nouveau Monde. Hein, tout ceci se rencontre à l'intérieur des cabinets de curiosité et vient faire des assemblages étranges, juxtaposés, qui éveillent le questionnement et qui peut-être parfois fournissent quelques réponses. Voilà, alors évidemment la corne de licorne, hein, vous n'y échapperez pas, la voilà, et toutes sortes d'objets qui sont, alors comme la corne de licorne, supposée sortir des livres, enfin fabuleuse. On n'a jamais vu la licorne, mais on a sa corne. Donc c'est ça aussi qui va jouer, qui va être intéressant avec la question du géant, c'est qu'on en voit très très peu, et pourtant des ossements de géants, il y en a beaucoup dans les cabinets de curiosité. Donc voici quelques éléments, des automates. Et bien sûr des monstres, comme vous avez là quelques exemplaires de monstres de l'apothicaire Paul Contant, donc des moutons à 5 pattes, des siamois, etc., humains ou non humains, des plantes, voilà. Donc dans ce contexte-là, je souhaiterais parler d'un tableau qui... alors attendez, j'avance, voilà. De ce tableau qui représente un géant ayant vraiment existé et un nain ayant vraiment existé à la cour de Vienne et qui ont été hébergés dans le château d'Ambras.
où l'archiduc Ferdinand a fait une collection remarquable à la fin du XVIe siècle. Alors ce géant s'appelle Giovanni Bona, le nain s'appelle Thomerle, on les connaît bien. Ils peuvent avoir d'abord provoqué une réaction d'horreur. Et je crois que voilà, c'est le témoignage qui est ici. Alors ils sont présentés, vous voyez, sous la forme d'un tableau, et puis aussi leurs armures, ce qui leur a appartenu, sont présentées bien sûr en très grand contraste de taille. Et là, je vous ai mis une photo aussi où on voit une touriste d'aujourd'hui pour voir la disproportion de taille par rapport à la taille humaine. Alors voici ce que dit un voyageur du XVIIe siècle. Il dit « Leurs majestés impériales ont de ces géants et de ces nains que je n'ai jamais pu voir sans une espèce d'horreur, tant ils sont éloignés de la proportion et de la mesure ordinaire des autres hommes. » Il continue, il poursuit sa description en disant qu'il y a aussi un tableau. Donc, au bout de ces galeries du château d'Ambras, je vis la représentation d'un géant et d'un nain dont on avait eu à Vienne les originaux vivants. C'est une chose surprenante que cette exorbitante inégalité de taille entre deux hommes, le plus vieux ne pouvait porter sa main au nombril de l'autre. Donc ici, on voit bien que l'horreur alterne avec la surprise et qu'il y a nécessairement une dimension spectaculaire à vouloir montrer le très grand à côté du tout petit. Il y a aussi une deuxième raison qui peut être d'ordre savant, parce que les théories médicales de l'époque attribuent l'existence des géants et des nains à des questions de génération, c'est-à-dire de semences. Il y aurait eu trop de semences dans la conception du géant qui, dès lors, prend une très très grande taille, et pas assez dans celle du nain qui est donc affectée d'une taille insuffisante, puisque la substance qui l'a créée était insuffisante. Ça, c'est une théorie médicale. Et c'est donc intéressant aussi, d'un point de vue médical, de montrer les deux côte à côte. Et la troisième raison, qui n'est pas sans lien avec les précédentes, c'est la monstruosité. Et ça, on l'a vu dans l'extrait que j'ai donné, c'est-à-dire monstruosité qui pose la question de son caractère exceptionnel. Est-ce que ça arrive très rarement, ou est-ce que ça peut être régulier, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des races de géants ou des races de nains? Est-ce que c'est ici que ça peut avoir lieu, ou est-ce qu'il faut aller aux confins du monde pour trouver ce genre de race monstrueuse comme Pline le prétendait? Pline pensait qu'aux frontières du monde connu, il y avait des races de formes très très bizarres, des personnes avec un seul pied, ou alors avec une taille très haute, etc. Donc, on voit que le géant pose question dans la collection, mais se collectionne volontiers aux côtés d'un être beaucoup plus petit pour pouvoir créer cet effet de disproportion. Et donc, on va trouver parfois des collections de géants. Alors, l'horreur et l'admiration, j'en ai parlé. Par exemple, cette collection sur la gravure d'Athanas Kircher nous montre une suite de géants rangés avec le plus grand en tête et puis les autres ensuite rangés par ordre de taille. Et disons qu'on peut croire à l'existence de géants parce que les spécimens sont collectionnés et exposés à la vue de tous. Alors, où est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir, par exemple, dans des églises. Dans les églises, alors c'est ce qu'on peut accrocher des éléments de très grande taille, des os, des dents. Et par exemple, saint Augustin le fait pour la dent de géant qu'il découvre sur le rivage d'Utique, laquelle a 100 fois la taille d'une dent humaine. La voilà donc installée dans une église. Thomas Plater en 1599, puis John Evelyn en 1644 témoignent tous deux avoir vu dans la Sainte-Chapelle de Bourges le fémur du géant Bria, géant dit de Bourges, parfois identifié à Gargantua et supposé haut de 7,50 m. Ce fémur était suspendu par 3 chaînes aux côtés d'une dépouille de crocodile et d'une ramure de cerf gigantesque, vieille de 300 ans. Donc on voit comme ça dans les églises des spécimens extraordinaires, de taille extraordinaire. Et ça, c'est dans toute l'Europe. Là, je donne quelques exemples, mais dans toute l'Europe, on voit ce genre de choses, ce genre de spécimens extraordinaires suspendus. Et l'exposition donc des ossements de géants
va donner à tout spectateur la possibilité de faire l'expérience sur lui-même de sa propre, entre guillemets, bonne taille, hein, ou en tout cas de la relativité des tailles. Nous sommes toujours plus grands ou plus petits que quelqu'un d'autre. Et le constat de cette grande différence de taille qui confine à la monstruosité ne va pas sans l'admiration, je l'ai dit, et puis sans une espèce d'admiration de la puissance divine. C'est pour ça qu'on les suspend dans les églises, pour montrer à quel point Dieu est capable, dans sa toute-puissance, de créer des créatures absolument extraordinaires. De pareilles naissances d'enfants non conformes à la taille ordinaire de leurs parents provoquent une grande admiration, nous dit-on dans un traité sur les monstres, une grande admiration chez les spectateurs. Et le mot spectateur montre bien qu'il est question de spectacle et que c'est un spectacle à la fois de la grandeur divine, mais aussi, on peut le dire quand on n'arrive pas à l'expliquer, spectacle des jeux de la nature. C'est-à-dire la nature, parfois, s'amuse et se plaît à déborder, hein, c'est ça qui fait la monstruosité, à aller au-delà de ses propres limites. Donc, il est très intéressant de montrer les géants et des tailles comparées de géants, parce que effectivement, d'abord, ça pose la question de leur existence, et puis ça engage une discussion, voire une question sur des théories controversées. Alors, ce que fait Kircher sur cette gravure, c'est qu'il dispose... je ne sais pas si vous voyez, mais au pied, là, tout en bas, il y a un tout petit personnage, c'est l'homme. C'est l'homme taille humaine, disons, l'homme taille normale. Et autour de lui, on peut voir le géant de Boccace, donc le plus haut, de gauche à droite, le géant de Boccace, haut de 200 coudées, donc il fait quand même 100 mètres de haut, qui s'est légèrement avancé au premier plan. Puis vous avez un homme ordinaire, qui est donc minuscule, qui est à peine plus gros qu'un orteil du géant de Boccace. À sa suite, en ordre croissant, comme pour favoriser l'opération de comparaison, vous avez 3 autres géants. Vous avez Goliath, donc il y a des légendes en bas, hein, je les lis. Un géant helvète, probablement le géant de Raiden, dont je vais parler juste après, et un géant de Mauritanie. Et vous voyez que le plus grand des géants, tout à droite, n'arrive même pas au genou du géant de Boccace. Donc je crois que Stéphane nous parlera du géant de Boccace tout à l'heure. Donc je ne vais pas plus loin sur ce géant-là, mais en tout cas, on notera l'intérêt graphique de l'harmonisation des silhouettes des géants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, pour réaliser cette gravure, il se trouve que Kircher n'avait absolument pas, il n'avait que des ossements, en fait. Et là, ce qu'il vous montre, ce ne sont pas des ossements. Il vous montre des éléments reconstitués, quoi, des corps entiers. Et on sait en plus que ce qui restait de certains ossements, c'est tombé en poussière dès que c'est sorti du tombeau. Donc vraiment, ça c'est de la gravure de reconstitution. C'est une reconstitution qui donne crédit au fait que, bien sûr, il y avait des géants humains, enfin des géants à forme humaine. Et que les os ou les poussières d'os qu'on a retrouvées dans des tombeaux, c'était bien... ces os-là correspondaient bien à des humains. Et ça ne va pas de soi, parce que justement, la question de l'ossement pose la question de savoir de quelle espèce il vient. Et tant qu'on n'a pas su grand-chose sur l'anatomie de l'éléphant, en fait, on a toujours pris ces grands ossements pour des os humains. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que devant la preuve matérielle, devant l'os, un os, voilà, un os, une épaule, un fémur, un je ne sais quoi, eh bien, en fait, les collectionneurs ne vont pas forcément conclure à ce que vous voyez à l'image. C'est-à-dire qu'ils vont parfois quand même se poser la question, est-ce que ce sont bien des os humains ? Et ce doute sur l'humanité des géants va être disons, traité en s'interrogeant sur l'origine effectivement de l'animal et savoir de quel animal il pourrait provenir. Alors, cette question-là, elle va se poser précisément dans les cabinets de curiosité, où on trouve beaucoup de ces os ou de ces dents géantes.
Et là, vous avez sur cette diapo différents éléments, différents textes, extraits qui vous disent voilà, que certains rient des géants comme d'une chose fabuleuse. Donc, ils visitent les cabinets de curiosité en s'amusant, en trouvant ça très drôle, mais en n'y croyant pas du tout. Et beaucoup remarquent que dans ces collections remarquables, il y a des descriptions imprimées où on nous fait rencontrer tout le temps des morceaux de géants. Alors, petit exemple, justement, de ce genre de description dans les catalogues. Au tout début du catalogue de Pierre Borel, un médecin à Castres, 1649, il énumère ce qu'il a comme rareté de l'homme dans son cabinet. Et voilà, il va commencer par l'omoplate ou l'os de l'épaule d'un géant. Alors, quand il dit ça, il ne met pas du tout en doute le fait que les géants existent. Pour lui, ce qu'il a là, c'est bien l'os de l'épaule d'un géant pesant 35 livres, donc l'os ayant 4 pans de haut, 7 de large. Voilà, il l'a mesuré. Ensuite, vous avez 2 dents de géant, grosses comme la moitié du poing. Pour lui, ce sont des dents de géant. Mais d'autres descriptions, avec peut-être les mêmes objets, vont procéder différemment et vont nous dire, par exemple, alors lui aussi c'est un médecin, Laurent Joubert, à Montpellier. Eh bien, voyez ce qu'il dit, lui, alors qu'il a de grands os. À l'étage inférieur, dans cette même maison, on pouvait encore apercevoir plusieurs grandes côtes de baleines. Ah! Et là, tout à coup, au lieu de dire os de géant, le voilà qui dit côte de baleine. Côte de baleine, et il en fait toute la description. Il y a une autre côte de baleine en dessous avec les mesures, justement. Et ici, donc, cela signifie que devant l'objet proprement dit, il y a eu réflexion et il y a eu conclusion. Cette conclusion ne va pas dans le sens de « j'ai un os de géant », mais plutôt j'ai une côte de baleine. Et ça, c'est... Alors, on peut aller vers l'éléphant ou la baleine, en fait, à l'époque. Hein. Les 2 options sont possibles. Et dans les 2 cas, c'est une façon de mettre en cause l'existence des géants. Lorsque les collectionneurs disent « j'ai une côte de baleine », en fait, en creux, ils disent aussi « les géants n'existent pas, ce grand os que j'ai, je ne peux pas considérer qu'il s'agit d'un os de géant ». C'est pour ça que je parle de querelle des géants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment comme ça, au début, fin 16e, début 17e, où lorsqu'on trouve, en fouillant dans le sol, différents fossiles et des os gigantesques, la réponse n'est pas systématiquement nous avons des os de géants. Alors il y a des affaires fameuses qui ont fait couler beaucoup d'encre, où on trouve par exemple des ossements géants, c'est l'affaire de Teutobochus en 1613, des ossements géants qui sont proposés au cabinet du roi. Le cabinet du roi les refuse en disant c'est peut-être une supercherie, si ça n'était pas des os de géants, de quoi aurions-nous l'air ? Donc, cette question aussi de la crédibilité des géants est très intéressante parce qu'elle n'est pas si évidente que cela. Et on n'a pas donc forcément l'idée de classer parmi les curiosités humaines les os gigantesques que l'on trouve. On peut même rire de ceux qui croient que ce sont des géants. Voilà. Donc, et à cet égard, je terminerai sur ce point avec l'exemple que j'aime beaucoup de Félix Platter, qui est donc le médecin de Bâle, et le médecin de Bâle qui est, lui, mandaté parce qu'un jour, en Suisse, aux environs de chez lui, on trouve, à Reiden justement, on trouve sous un grand chêne des os d'une taille prodigieuse. On ne sait pas quoi en faire. On est vers Lucerne. On ne sait pas quoi faire de ça. On ne sait pas ce que c'est. Et Platter, donc le médecin de Bâle, raconte qu'il lui a été demandé d'expertiser ces os. Il les a identifiés comme d'abord un fémur, un tibia, une omoplate. Donc il classe les os selon ce qu'il voit. Et donc il a un certain nombre d'os. Il a un sacrum, un coccyx, des côtes, un fragment de crâne, une pommette presque complète. Il les analyse comme tous humains. Puis il demande à se faire envoyer les os à Bâle pour les faire dessiner. C'est accepté et il dresse, grâce à des calculs, une hypothèse anatomique, en fait, à partir de sa mesure à lui, de sa taille à lui, et de la taille qu'il voit. Il fait une espèce de jeu de proportions. Et il obtient ainsi des fragments qui lui permettent de disposer la projection du squelette entier. Il explicite les termes de cette méthode comparative. Donc voilà le géant de Reiden, j'y reviendrai juste après. Il explicite cette méthode en disant que tous ces éléments me fournirent l'occasion, en examinant les os de géants plus attentivement, en les comparant avec les os de mon squelette,
donc c'est lui vraiment le maître étalon, d'être d'autant plus conforté dans cette idée, et en comparant ces os plus grands et brisés avec les os de mon squelette, je pus faire dessiner et représenter un squelette entier d'une amplitude égale à celle qu'il aurait eue si les os avaient été entiers. Là, en plus, le problème, c'est qu'il n'a que des fragments d'os. Le squelette obtenu atteint 19 pieds de long. Par conséquent, comme aucun animal quadrupède d'une telle grandeur n'a été trouvé, on peut prouver que ces os ont plutôt été ceux de quelques géants. Et voilà comment est prouvée la question du géant de Ryden. Alors ce géant de Ryden, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une curiosité locale dans le pont qui franchit le lac de Lucerne. Vous avez un certain nombre comme ça de héros locaux, et notamment le géant de Ryden, c'est lui qui ouvre par le médaillon toute la série. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup plus tard, mais disons que le géant est resté dans la légende locale comme étant un ancêtre fameux, et on voit bien qu'il y a un tout petit personnage rouge juste à côté pour bien montrer la mesure du géant. Et ce géant-là, justement, eh bien, c'est grâce à Félix Platter qu'il a été expertisé et, disons, donné comme étant véritablement un géant. Méthode rationnelle, la ville de Lucerne en fait un argument d'orgueil local, emblème de la ville. Les dessins de Platter sont conservés au collège de jésuites de Lucerne. Le portrait que vous voyez là, donc, il est réalisé, il est dans le pont, le Kapellbrücke. Et enfin, les dessins sont accompagnés d'une inscription en latin, je ne sais pas si vous l'avez, oui, on la voit à peu près à côté, qui explique toute la démarche et qui explique à quel point ce géant est extraordinaire pour la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objets, donc les os, bien sûr, Platter les a restitués, les a rendus, et ils sont conservés en tant que curiosité pendant plusieurs siècles ensuite, fréquemment admirés par les voyageurs qui passent par Lucerne, car la ville se fait fort de les exhiber. Ils vont donc servir un discours patriotique qui développe à leur sujet à la fois un statut de merveille et d'énigme, puisqu'ils supposent qu'il y avait jadis en Suisse une belle race de géants, comme le disent les mélanges helvétiques, et qui ne manque pas de relever le fait comme une chose fort étonnante. Je ne sais pas si... Oui, c'est cet extrait que vous avez en bas. Le professeur Félix Platter les examine, les déclare os humains. Et d'après une échelle de comparaison avec un squelette ordinaire, il trouve qu'ils doivent avoir appartenu à un homme qui n'arrivait rien moins que 19 pieds de haut. Et voilà dès lors notre Suisse en possession d'avoir été la patrie, ou du moins le tombeau, d'un des plus énormes géants qui dut être bien embarrassé de sa personne dans les épaisses forêts et les chétives chaumières de l'ancienne Helvétie. Alors, c'est assez amusant, ça c'est un texte qui date du XVIIIe siècle, pour le tourisme du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, donc ces os qu'on a maintenant considérés comme de mammouth, ces os sont exposés au Muséum d'histoire naturelle de Lucerne et sont régulièrement mis en valeur, mis en avant comme l'objet du mois. Et là, je vous ai donc donné une petite sélection des différentes manières de les valoriser aujourd'hui. Voilà donc ces géants et la manière dont on essaie au XVIe, au XVIIe siècle de les comprendre. Bien souvent, en fait, ce sont aussi des preuves matérielles qui permettent de conclure à l'existence d'un géant. Par exemple, dans le cabinet de Holleworm, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un Danois, il a une fibule extrêmement pesante, donc un artefact. Et il dit, seul un être gigantesque pourrait porter cette fibule, qui est très lourde. Mais, puisque nul animal ne porte de bijoux, il faut bien qu'il y ait eu des géants, et pour fabriquer cet objet, et pour le porter. Donc, c'est l'artefact qui permet d'identifier l'humain et d'en accréditer la taille démesurée. Ça me semble être très intéressant, cette preuve par l'objet, cette preuve matérielle, parce que vous la trouvez très très souvent dans Gargantua et Pantagruel. C'est-à-dire que par exemple, lorsque on fait faire une écuelle pour la bouillie du jeune Pantagruel, on nous dit que aujourd'hui ce timbre se trouve encore visible à Bourges, je crois, à Bourges. Devant le palais de Jean de Berry. Voilà. On nous dit que lorsque il a été victime de douleurs d'estomac et qu'on a envoyé dans son estomac des petits ouvriers pour curer
le mâle. On les a envoyés dans des boules de cuivre. Ils les avalent comme des pilules. Et ensuite, une fois le mâle curé, les petits mineurs avec leurs pioches remontent dans leurs boules de cuivre et ils sont régurgités. Mais ces boules de cuivre, on peut encore les voir aujourd'hui aussi. Et c'est ce que nous dit Rabelais. Donc Rabelais aussi se sert de la preuve matérielle pour nous dire que ces géants dont il nous parle et dont il nous conte des aventures incroyables ont peut-être vraiment existé, ou en tout cas, il y a un substrat réel. Alors là, il y a je ne sais pas si on a vraiment une connexion Internet ici, je n'ai pas trop fait attention, mais en tout cas, il y a différents sites qui font ça, qui cherchent dans toute la France le siège de Gargantua, la pierre, le palais, la pierre levée à Poitiers, etc. Tout ce qui aurait pu être des signes de réalité de ces géants. Et qui font sortir le géant de la fiction pour le faire entrer dans le pittoresque, dans la preuve matérielle. On sait aussi, et je pense que notre collègue en parlera quand elle parlera des Patagons, qu'André Tevet, quand il revient de voyage justement en Amérique, il rapporte un arc qui est si gros et massif qu'il prouve qu'il y a des géants, parce que lui, il n'arrive pas à le tendre. Il rapporte un manteau dans lequel il est totalement noyé, parce que ce manteau est tellement grand, il traîne de 2 brasses par terre, dit-il, et donc ce manteau est forcément le manteau d'un géant. Enfin donc voilà, il y a dans les cabinets de curiosité aussi des preuves matérielles qui viennent accréditer le fait que les géants existent. Et j'en terminerai simplement alors avec un mot sur le pygmée, puisque j'ai parlé des géants. Je me dois, et j'ai parlé de mesure, je me dois de parler de tout petits personnages qui sont aussi intéressants pour les gens qui aiment Rabelais, parce que le mot pygmée, en fait, Rabelais en donne la première attestation dans Pantagruel. Donc cette première attestation, en 1532, c'est lorsque Rabelais raconte que de petits hommes naissent des paix du géant. Il a bien mangé. Il y a cette scène, page 310. Je vais juste reprendre le passage pour le lire rapidement. Il y a cette scène où, en fait, voilà. Mais du paix qu'il fit, la terre trembla 9 lieues à la ronde. Forcément, c'est un géant. Duquel, avec l'air corrompu, engendra plus de 153 000 petits hommes nains et contrefaits. Et d'une veine qu'il fit, engendra autant de petites femmes accroupies comme vous en voyez en plusieurs lieux, qui jamais ne croissent, sinon comme les queues des vaches, contrebas, ou bien comme les râpes de Limousin, en rond. Et quoi, dit Panurge, vos paix sont-ils tant fructueux? Par Dieu, voici de belles savates d'hommes et de belles vestes de femmes, il les faut manier ensemble. Ils engendreront des mouches bovines. Ce que fit Pantagruel, et il les nomma Pygmées, et il les envoya vivre en une île là auprès, où ils se sont fort multipliés depuis. Alors la légende des Pygmées, elle ne date pas de Rabelais, elle est bien plus ancienne, elle date de l'Antiquité. L'histoire des Pygmées, c'est une vieille histoire qu'on trouve dans l'Odyssée, qui est celle notamment qui est bien connue comme notamment par les combats des Pygmées contre les grues. Donc les Pygmées ont un ennemi traditionnel, historique, ce sont les grues, parce que les Pygmées veulent leur voler leurs œufs pour s'en faire des petites maisons. Et les grues, bien sûr, ne sont pas d'accord pour qu'on leur vole leurs œufs. Donc elles attaquent les Pygmées en leur tapant sur la tête avec leur grand bec. Donc voilà, on voit le combat des Pygmées contre les grues, c'est quelque chose d'assez traditionnel et de très très bien connu de tous les hommes de la Renaissance. Et la question intéressante ici, c'est de voir que Rabelais crée des Pygmées et qu'il les crée à partir d'un géant et à partir on l'a vu, de paix d'un géant. Quelque chose d'assez étrange, et c'est le géant qui les nomme Pygmées. Donc, qu'est-ce que ceci recouvre comme bizarrerie? En fait, les Pygmées, après Rabelais, sont aussi quelque chose un élément, une créature que l'on va trouver dans les cabinets de curiosité, à l'instar des nains. Vous savez qu'il y a beaucoup de nains dans les cabinets de curiosité et dans les cours royales. En particulier, Catherine de Médicis adorait les nains, elle en avait beaucoup. Et à certains moments où elle était lassée de ces nains,
elle demande des pygmées. Et il y a ce témoignage très intéressant où on nous dit que Catherine de Médicis, reine de France, de mon temps, donc c'est Louis Guyon qui parle, Louis Guyon qui écrit dans les années 1559. Catherine de Médicis, reine de France, de mon temps, avait 3 mâles et 3 femelles de ses nains qu'on l'on avait mariés ensemble. Il n'en sortit aucune lignée. Je les ai vus souvent danser en rond, voltes et gaillardes, et les gens de la dite dame, voyant beaucoup de personnes admirer la petitesse de ces créatures, car le plus grand de ceux-ci n'excédait pas la hauteur de 2 pieds et demi, donnait à entendre qu'elle les avait recouverts à grands frais du pays des Pygmées par le moyen de certains Allemands. Mais j'ai bien su le contraire, parce qu'il y en avait un qui était de Sancerre, l'autre breton, l'autre normand, et ainsi des femelles qui avaient tous été ramassées dans l'enclos du royaume de France. Alors la question est, pourquoi introduire de faux pygmées à la cour de France ? Pourquoi faire passer des Normands pour des pygmées ? Sans doute parce qu'il y a déjà beaucoup de nains, et tout est affaire de terminologie, c'est-à-dire une espèce de légende qu'on met derrière les curiosités. Quand les curiosités deviennent trop communes, on les appelle autrement et on les rend plus singulières. Ainsi, c'est bien ce que dit le témoignage de Louis Guyon sur la multiplication de ces nains. Il y en a partout désormais, donc on a besoin de renouveler d'une certaine façon le regard qu'on porte sur eux. Et il le dit, je crois que je l'ai mis, oui, il dit « Il n'y a point de doute qu'il n'y a région sous les 2 pôles, ni sous l'équateur, ni ailleurs, qu'il ne s'y trouve de petits hommes et de petites femmes qui sont presque des monstres de nature, tels comme on le voit à la cour des princes et grands seigneurs de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et ailleurs, lesquels ne sont amenés de pays tant lointains comme on nous veut figurer des pygmées. Mais ils sont nés aux dites provinces et ont jugement, intelligence et âme raisonnable comme les autres hommes. » Donc on voit que le pygmée, c'est juste une variante du nain, c'est juste une façon de montrer qu'on a un peu mieux qu'un nain, un peu plus exotique, un peu plus cher, parce qu'elle les a fait venir à grands frais, en fait, Catherine de Médicis. Et donc le pygmée, c'est un petit peu la rareté du nain, c'est le nec plus ultra du nain, c'est celui qui est né du géant chez Rabelais, et c'est celui qui, de toute façon, naît de la fable, de la légende des pygmées et des grues dont j'ai parlé tout à l'heure. En particulier, alors je terminerai avec cet exemple d'un collectionneur de Naples qui a un pygmée vivant, visiblement, et qui nous dit qu'en fait, il a la certitude qu'il s'agit bien d'un pygmée, et vous allez voir pourquoi. Il dit ceci, alors est-ce que c'est ça ? Oui. Parmi les autres singularités dignes et notables qui sont conservées dans notre musée, il y a un petit pygmée, alors en plus il est petit, hein, donc c'est pas un simple pygmée, c'est un petit pygmée, dont la hauteur d'un peu moins d'une paume, donc une paume, hein, c'est pas grand, hein, n'a pas encore atteint sa taille ordinaire. Celui-ci fut donné à mon père il y a quelques années par un seigneur écossais. Vous voyez toujours le circuit extraordinairement cosmopolite. Mais puisque dans ce musée, j'ai rassemblé justement des étrangers de diverses nations pour les exposer, c'est l'occasion de discourir au sujet de ces pygmées pour savoir si, comme certains l'affirment, ils sont véridiques, ou au contraire, si, comme certains le démontrent, il faut en douter. Et il ajoute, après toute une démonstration, et finalement, ce qui confirme le mieux que mon pygmée est de la vraie espèce, c'est qu'au sommet de la tête, il porte une éminence dure, semblable à un os, fait de peau durcie et de cheveux mêlés. Cette bosse, la nature la lui a donnée pour se défendre contre les becs de grue, comme je l'ai dit plus haut. Donc, j'ai un vrai pygmée parce que j'ai le pygmée de l'histoire, parce que j'ai le pygmée légendaire, en fait. C'est extraordinaire. Donc, je ne sais pas si Catherine de Médicis avait poussé le raffinement jusqu'à faire des bosses postiches sur les crânes de ces nains pour les faire véritablement passer pour des pygmées. Mais en tout cas, la bosse du pygmée assure chance au collectionneur averti. S'il sait la trouver, elle sera la fierté de sa collection. Alors, je termine avec en concluant sur la question de la facétie. En fait, bien souvent, dans les cabinets de curiosité, il y a toute cette réflexion savante, à savoir si oui ou non les géants existent, les pygmées existent, quelle est leur place dans la chaîne de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, etc. Ça, Stéphane en parlera aussi, donc je le laisserai en parler,
Mais moi, je m'arrêterai sur le côté facétieux, sur le côté comique aussi de cette disproportion qu'on montre toujours. Vraiment, c'est de la dispositio, hein, c'est-à-dire une façon de composer le tableau pour que, et je reviens à ces images-là, pour que l'on puisse avoir un effet, bien sûr, produire un effet, éventuellement faire rire, et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a énormément d'anecdotes en fait, qui tournent autour de ces disproportions géants et nains, et en particulier, par exemple, le géant, François Ier avait un nain et un géant. François Ier avait un géant entre les jambes duquel un homme de taille normale pouvait passer sans se baisser, dit-on. Et il lui avait donné la fonction de gardien, ce qui est aussi assez une sorte de facétie. D'autre part, là, ce que vous avez au-dessus de l'image de droite, c'est un extrait du catalogue de curiosités de John Tradescant à Londres, où il expose en fait des toutes petites bottes, les Little Jeffrey's Boots, et un tout petit costume, le Little Jeffrey's Masking Suit. Et Jeffrey, vous le voyez en bas sur l'image, il est en rouge. C'est un nain qui a véritablement existé et qui était à ce moment-là à la cour avec un grand géant qui s'appelait Porter. Et là, il y a les bottes du géant à côté des petites bottes du nain, en fait, dans ce cabinet de curiosité. Donc, cette affaire de disproportion, même quand on n'a plus les personnes face à nous, on peut garder, disons, les reliques, en quelque sorte, du géant et du nain à travers leurs vêtements. Alors là, on aurait pu parler aussi du vêtement de Gargantua, hein, dont la disproportion est extraordinaire. On nous fait toutes les mesures du pourpoint, des choses, etc. Il a, sa bourse est faite de la couille d'un éléphant. Donc c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'éléphants aussi dans le rapport avec les géants. On l'a vu. Et ces facéties, ces jeux avec les costumes, avec les preuves matérielles, ça vient finalement renforcer la notion de spectacle qui était celle qui prévalait dans les cours lorsqu'on avait un géant et un nain. Par exemple, le géant avait coutume de faire rire l'assistance pendant les fêtes en sortant de sa poche une miche de pain, et par inadvertance, le nain avec qu'il manquait de manger avec le pain. Et ça, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à ce qui se passe avec les pèlerins, hein, que Gargantua manque de manger en salade parce qu'ils étaient dans la laitue et qu'il les attrape entre ses dents pour les extirper de sa bouche. Donc ce jeu toujours comique, toujours amusant avec les disproportions de taille, Rabelais en fait vraiment son profit. Mais il s'inscrit dans un paysage qui est celui du spectacle, de la curiosité, de l'intérêt pour les corps qui ne sont pas comme tout le monde, les corps qui sont étranges et étonnants. Et c'est donc ce que je voulais montrer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Myriam pour ce très beau panorama dans le temps, dans l'espace. Tu avais pour mission de parler des géants, tu es allé jusqu'aux pygmées, c'est formidable. Donc moi je vais donner la parole à l'Assemblée. S'il n'y a pas une question, j'en ai une, mais si d'autres questions se font jour, je cède le micro à qui le veut. Je vais commencer alors dans ce cas-là. Je vais commencer juste par une petite question sur tu as bien montré comment, au fur et à mesure des décennies et même des siècles, la question du géant devenait une question, comment dire, disputée. Voilà, comment on se pose la question de savoir si effectivement. Et il y a une dimension que tu as évoquée brièvement dans ton propos, à 2 reprises, qui a dimension financière. C'est-à-dire qu'avoir des géants, ça a un certain coût, ça a un certain prestige, Catherine de Médicis, etc. Et une des raisons fallacieuses, probablement, qui fait qu'on a envie de croire aux géants, c'est que quand on possède une telle collection, la voir s'effondrer du jour au lendemain, est-ce qu'on a des témoignages de gens qui mettent en relation les investissements qu'ils ont faits et Est-ce qu'on a des éléments sur ça? J'avoue que je ne sais pas, moi.
Oui, c'est assez important, effectivement, comment dire, de rentabiliser une découverte qu'on a faite en creusant dans un fossé pour en faire un os de géant. C'est effectivement plus prestigieux que de dire qu'on a un os de baleine ou d'éléphant. Et donc, de ce point de vue-là, l'exemple que j'ai donné, quand le cabinet du roi refuse des spécimens douteux, c'est vraiment le signe qu'effectivement, là, il y a une attente très particulière et que les grands de ce monde ne peuvent pas se permettre d'avoir des faux, ou en tout cas d'avoir un doute. Ouais. Et tu as raison, oui, le côté financier, ben c'est un petit peu comme toutes ces choses mythiques, comme la corne de licorne. Enfin, dès lors qu'on n'y croit plus, ou qu'on découvre qu'il s'agit d'une défense de narval, d'une dent de narval, c'est beaucoup moins intéressant. C'est un morceau de poisson, donc voilà, ça perd de son prestige. Donc oui, ça c'est une question très importante dans les collections. Merci de l'avoir posée. Il y a des questions pour vos collections? Allez. Alors Myriam, merci pour... alors excusez-moi pour la voix qui est un peu d'outre-tombe, mais merci pour cette communication. Et effectivement, est-ce qu'on assiste parfois à une concurrence des reliques? C'est-à-dire que là, on a des géants qui deviennent quasi-reliques dans des églises, par exemple. Et on a les reliques également du Christ ou des saints patrons qui font l'objet quand même aussi d'une vénération. Est-ce qu'on assiste comme ça à une forme de concurrence entre une relique gigantale et une relique d'odeur de sainteté? Non, pas à ma connaissance. En fait, la relique sainte, elle protège un lieu. Elle a vraiment une vertu. Donc, on ne va pas pouvoir la remplacer par celle d'un être, aussi géant fut-il. Mais après, c'est aussi une question d'édification des croyants. Tous ces objets sublimes, des œufs d'autruche, des choses très, très, très étranges, très rares, qui sont suspendus dans les églises. C'est une façon d'attirer les croyants vers cette église-là et puis de donner une renommée au lieu. Donc on a vu qu'il y avait aussi des implications politiques avec la ville de Lucerne, cette façon de se mettre en valeur par la présence d'un ancêtre ou de quelqu'un qui est venu mourir ici et qui aurait été un être exceptionnel. Aujourd'hui, les brochures touristiques qui nous disent Gargantua est passé par là, etc., fonctionnent un peu de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est pas de la sainteté, mais c'est une forme de culte des grands hommes. Enfin, c'est le cas de le dire. Ouais. Merci Myriam. Oui, est-ce que toutes ces monstruosités n'ont pas amené le 19e et jusqu'au début du 20e les Européens à aller chercher dans des pays des gens qui étaient monstrueux et qu'on mettait dans des cages, et à l'exposition universelle à Paris en particulier. Je me demandais si cette tradition avait mal tourné. Merci pour cette question. C'est pour ça que j'avais mis cette image à la fin, cette image à la fin du 19e, parce que l'exhibition des êtres humains, finalement, et qu'on appelle depuis Pascal Blanchard des zoos humains, c'est évidemment peut-être la suite de ce type d'intérêt ou de goût pour la différence, la bizarrerie, ce qui ne nous ressemble pas et qu'on aimerait pouvoir regarder. Donc effectivement, c'est des avatars et parce que c'était des spectacles. Ce que vous avez là à l'écran, c'est une affiche de spectacle. C'était des spectacles payants. Donc
les logiques qui étaient à l'œuvre dans les cours princières de la Renaissance et du XVIIe sont finalement connaissent des variations très faibles, mais finissent par devenir des productions, quoi, des éléments de production où effectivement on va jusqu'à aller chercher des personnes très loin pour les emprisonner contre leur gré et leur faire faire des danses ou quoi. Donc oui, on peut l'entendre ainsi, c'est-à-dire ce sont des êtres humains qui ont été regardés comme si c'était des objets et scrutés. C'est effectivement un peu glaçant quand on pense à la suite. Je voulais demander, est-ce que chez Rabelais, il y a une constance de la taille du géant ou est-ce que la taille, elle est mise au service des situations voilà, parce que j'ai l'impression que ça varie, en fait. Ouais. Oui, il y a des variations chez Rabelais. Stéphane en parlera peut-être aussi. En fait, selon les situations et pour les besoins de telles situations, il peut être intéressant que le géant soit vraiment très grand. Et à ces moments-là, par exemple, au moment du vol des cloches de Notre-Dame, ces cloches de Notre-Dame, quand même, des grandes cloches, deviennent les grelots attachés au cou de la jument. Donc ces moments de disproportion, il y en a un certain nombre qui sont souvent au service du comique, au service d'une espèce de joie du récit, et des situations cocasses, lorsque le géant reçoit des boulets de canon et qu'il les chasse de ses cheveux comme si c'était des grains de raisin, nous dit-on. Enfin, ces choses-là nous montrent la disproportion un peu à la Gulliver, enfin, qu'on trouvera dans Gulliver ensuite, mais qui nous font sourire, qui vraiment vont nous faire sourire. Et je passe sur les épisodes scatologiques où l'urine devient un fleuve un raz-de-marée, fait un raz-de-marée et qui engloutit tous les ennemis, l'urine de la jument et du personnage. Voilà, donc effectivement, la disproportion, elle arrive à des moments bien précis pour faire apparaître des éléments plus drôles ou plus cocasses, effectivement, et à d'autres moments où en fait le géant pourrait, parce qu'il est grand, gagner la guerre sans coup férir, par exemple contre Picrocole, et bien là il reprend une logique simplement humaine, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout usage de sa force, mais il délibère, il prend conseil, il s'entoure d'un ambassadeur, etc. Et là, on ne voit plus du tout sa grande taille. Ça n'a plus du tout d'intérêt pour le récit. Donc Rabelais joue, selon ce qu'il veut mettre en évidence, il joue effectivement de la taille. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Myriam. Merci infiniment.